Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Un vrai plaisir de vous revoir en personne in situ pour commencer donc un nouveau cycle de cours qui, cette année, s'intéresse à la motilité cellulaire en le voyant cette année à l'échelle de la cellule unique. Pour ceux qui ont été familiers de mes cours ces dernières années, vous savez que j'ai souvent traité en fait la même classe de problèmes sur 2 années. La forme, les 2 premières années, la croissance, la taille, les 2 années suivantes, et maintenant la motilité, en considérant dans un ordre ou l'autre l'échelle cellulaire et l'échelle multicellulaire. Donc c'est un peu selon le même principe que j'ai décidé cette année donc, de commencer par la cellule individuelle. Et l'on verra déjà que ce sera une occasion vraiment de planter le décor pour essayer de comprendre à une échelle plus vaste comment ces dynamiques autonomes en fait s'organisent, notamment dans un contexte développemental. Alors vous voyez sur cette première diapositive que je ne vais pas annoter tout de suite, une diversité de formes qui reflète la grande diversité en apparence des modalités de motilité cellulaire. Et l'enjeu de ce cours d'introduction aujourd'hui, c'est de vous montrer à la fois la diversité de la phénoménologie de la motilité cellulaire, mais que derrière cette diversité, et dans un souci d'extraire un peu des principes, de voir qu'il y a des stratégies convergentes dans l'évolution et qui sont en fait essentiellement le reflet des contraintes physiques imposées sur le système, sur le système cellulaire au cours de la motilité. Donc le thème aujourd'hui, c'est de présenter la diversité et d'expliquer derrière les principes unificateurs qui sont de nature essentiellement physique. Et puis je présenterai le plan du cours plus détaillé à la fin de celui-ci. Donc, comme toujours, j'aime commencer dans une perspective historique pour voir comment on pense aujourd'hui le mouvement par rapport aux époques plus anciennes. Le mouvement peut se définir bien sûr à l'échelle de l'organisme, comme le mouvement des parties d'un organisme ou de l'ensemble de l'organisme. Vraiment, la question qui a toujours hanté les scientifiques depuis longtemps, c'est de voir de quelle manière le mouvement d'un organisme vivant diffère ou non du mouvement des planètes et autres objets inertes, dits inertes. Alors, j'aime citer Aristote, non pas qu'on soit encore à une époque aristotélicienne, mais simplement pour dire que déjà à l'époque, donc les penseurs ont réfléchi au mouvement. Pour Aristote, il y avait 4 différents types de mouvements qui étaient vus comme un processus vers un point d'équilibre qui était l'état de la nature proprement dite. J'en cite 4 types de mouvements. L'un de nature quantitative, c'est-à-dire la croissance ou la décroissance, qui correspond en gros à mes cours ces 2 dernières années. Quelque chose de nature plus qualitative, l'aspect qui recouvre des choses comme la couleur, la forme, et donc par exemple ce que nous avons enseigné les 2 premières années ici. Également le déplacement, c'est-à-dire dans un espace géométrique, kinésis, qui fera l'objet du cours cette année, l'année prochaine. Et puis un autre qui serait ce qu'on appelle la genèse ou la corruption, qui regroupe des choses plus dans la nature, la substance des corps. Mais le point qui est vraiment important, c'est qu'au XVIIe siècle, à l'époque d'explosion des sciences, il y a une unification du principe du mouvement qui est vu comme le déplacement géométrique dans un espace. Le mouvement sublunaire et sous-lunaire, en fait, est unifié par Newton, comme on le sait. Et donc, à partir de ce moment-là, le mouvement est vu d'un point de vue scientifique d'une façon tout à fait différente, unifié. Il est aussi mathématisable, décrit donc, par des régularités mathématiques du monde physique. Et en s'intéressant aux causes du mouvement, qui est toujours ce qui est important de considérer, il est important d'avoir à l'esprit un tournant vraiment clé au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle. En gros, à l'époque galiléenne et cartésienne, le mouvement, y compris des corps vivants, n'était pas une propriété autonome de la matière vivante. Elle reflétait plutôt les échanges énergétiques avec l'extérieur, notamment la chaleur, qui mettait en mouvement l'organisme comme une machine. Donc finalement, il n'y avait pas de différence de nature entre une voiture aujourd'hui, une charrette ou un moteur, et puis un organisme vivant. C'est comme ça que Descartes considérait l'organisme comme une machine. Non pas le cerveau, mais tout le reste. Mais à partir de Leibniz, en fait, et j'en avais l'occasion de traiter ça dans ma leçon inaugurale, le mouvement est vu d'une façon intrinsèque. C'est une propriété intrinsèque de la matière vivante à l'échelle microscopique, et donc d'une façon assez immatérielle à l'époque, Leibniz plante le décor d'une pensée en fait, de la dynamique comme un processus local autonome qui, peu ou prou, correspond avec une formulation bien différente
ce que la théorie de la matière active dira à la fin du XXe siècle au XXIe siècle. Donc en fait, Jean-François, tu es leibnizien, et je ne sais pas si ça change beaucoup les choses, mais en tout cas, comme c'est lui aussi qui a co-inventé avec Newton le calcul infinitésimal, on voit ici quelqu'un qui a eu une contribution majeure à la pensée différente du mouvement. Au XVIIIe siècle, cette conception est matérialisée avec les penseurs matérialistes, et là vraiment, on a les moyens de penser le mouvement d'une façon moderne, le langage qu'on utilisera aujourd'hui. Alors, le mouvement est extrêmement vaste, il se manifeste à plein d'échelles différentes, à plein de niveaux différents. Quelques mots sur les différentes fonctions associées au mouvement. Évidemment, en premier lieu, il s'agit dans un environnement très ancien, il y a quelques milliards d'années, où il s'agit de retrouver des sources énergétiques pour se reproduire. Le mouvement permet de s'approcher des sources énergétiques. On a ici dans le film en bas à droite un exemple de phototaxie chez des algues vertes, positives et négatives. Vous avez ce gros organisme qu'on appelle Volvox qui se déplace vers la source de lumière qui est vers la droite. Et puis vous avez d'autres algues vertes plus petites, Euglena, qui se déplace vers la gauche, donc repoussée par la lumière. Donc on a ici un moyen d'étudier l'impact de la lumière sur la motilité, qui est étudié par beaucoup de gens, y compris des physiciens, Ray Goldstein et beaucoup d'autres. Un système remarquable. Et également, la motilité est associée à la reproduction. On a tous à l'image, à l'esprit, le spermatozoïde, dont je reparlerai un peu plus tard. Le fait de pouvoir s'extraire de prédateurs ou de toxines qui sont dangereuses pour les organismes. Dans un contexte maintenant multicellulaire, les cellules individuelles du système immunitaire peuvent en fait explorer tout l'organisme à la recherche de cellules dangereuses, de pathogènes, les cellules dendritiques, macrophages, lymphocytes, etc. Au cours du développement embryonnaire, dont je ne vais pas parler cette année, mais qui sera vraiment à l'esprit en arrière-fond des cours d'aujourd'hui et des semaines suivantes, et qui sera traité plus l'année prochaine, et également dans les processus de réparation, régénération de l'organisme. Donc à vrai dire, le mouvement des cellules uniques opère à des échelles très différentes dans tous les organismes et joue un rôle absolument majeur. Alors quand même quelques mots pour présenter le contexte développemental où la motilité cellulaire est importante. Vous avez à gauche le film d'un embryon de poisson zèbre qui se développe. On ne distingue pas sur ce film les mouvements individuels des cellules, il y en a plusieurs dizaines de milliers, mais on voit le changement de la forme de l'organisme au cours d'un processus qu'on appelle la gastrulation, la formation de l'axe antéro-postérieur, la segmentation, mais des techniques d'imagerie plus avancées permettent de suivre de façon quantitative maintenant chez la souris, l'embryon de souris, et chez le poisson zèbre, le mouvement individuel des cellules qui peut être suivi d'abord par microscopie haute résolution en temps réel et des algorithmes de tracking qui permet de suivre donc la dynamique de ces cellules et de calculer leur vitesse dans différents types de référentiels. Et on voit ici des vitesses qui sont de l'ordre de presque 1 micron par minute. Donc voilà. Donc, au cours du développement, la dynamique des tissus peut être décrite en termes de dynamique collective de cellules au sein de l'embryon. Une autre façon assez remarquable d'appréhender l'amplitude de la motilité cellulaire, c'est de considérer le système nerveux. Parce que le système nerveux, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un neurone? Je vais simplifier, mais c'est un corps cellulaire avec un cône de croissance, une partie de la cellule qui est motile, sans que le corps cellulaire ne bouge beaucoup. Alors, il y a effectivement la migration neuronale avec des déplacements de corps cellulaires, mais dans beaucoup de cas, c'est peu le cas. C'est le cône de croissance qui se déplace beaucoup plus et qui donne naissance à cette figure extrêmement allongée. Et on peut estimer un peu l'ordre de grandeur, c'est que la somme cumulée des extensions de cône de croissance qui rendent compte du câblage sommé sur l'ensemble du cerveau humain, on arrive pratiquement à 1 million de kilomètres de neuris, ce qui est assez considérable. Bien sûr, cela se fait en parallèle. Et donc, ça permet d'appréhender d'une façon assez visuelle le fait que la motilité cellulaire, en fait, est en arrière-fond de la formation d'organes très complexes comme notre système nerveux, mais aussi dans tous les autres organismes. Je reparlerai à l'occasion, effectivement, de cellules neuronales au cours de certains aspects de la mécanique de la motilité cellulaire. Alors, et pour en finir sur cette introduction rapide historique, la découverte de la motilité cellulaire, effectivement, remonte au XVIIe siècle. Déjà, le concept de cellule, comme vous le savez, a été défini par le physicien Robert Hooke. Dans son livre en 1667, il décrit les premières cellules. On voit ici cette écorce d'arbre où on voit des cellules comme ces unités autonomes. Mais le mouvement cellulaire proprement dit et l'observation de quelqu'un qui n'était pas vraiment un scientifique professionnel à l'époque, Leeuwenhoek, hollandais, et qui décrit grâce à un petit microscope assez rudimentaire que l'on voit ici schématisé dans cette diapositive, décrit en fait des mouvements de cellules. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il décrit à la fois un mouvement qu'on dirait balistique aujourd'hui, des mouvements extrêmement rapides, et puis d'autres cellules qui ont un mouvement un peu en rotation, qui fait penser sans doute au tumble.
On sait que certaines de ces cellules étaient des bactéries qu'il observait au microscope, mais également les spermatozoïdes. Il a fait une expérience avec les spermatozoïdes humains et d'autres cellules aussi qui se déforment, des plus grosses cellules. Donc en fait, on a la première description précise du mouvement cellulaire à cette époque-là. Plus récemment, mais enfin quand même il y a un certain nombre d'années, plus d'un siècle, le biologiste Metchnikov, qui est à l'origine de la théorie cellulaire de l'immunité, décrit, j'ai pas le temps d'en parler, mais c'est un personnage absolument remarquable, hein, qui étudiait le développement, a été impliqué dans les controverses avec Ernst Haeckel sur la gastrulation, lui défendant le fait que la gastrulation pouvait procéder par mouvement individuel de cellules et non pas d'une façon coordonnée, et qui décrit en fait le phénomène de phagocytose, l'idée que les cellules peuvent manger leurs voisines, qui donnera l'essence à sa théorie de l'immunité. Mais le point important, c'est que dans des embryons d'étoiles de mer, il observe en Sicile, à Messine, au microscope, des cellules qui se déplacent et qui vont effectivement manger leurs voisines. Et c'est donc une observation de mouvement cellulaire maintenant dans un organisme multicellulaire eucaryote dont il est à l'origine. Et donc cette observation de cellules qui se déplacent et qui mangent leurs voisines est à l'origine de donc, la théorie moderne de l'inflammation et de l'immunité. Alors, j'aime aussi toujours présenter les ordres de grandeur. Ça va être extrêmement important, donc je vais passer quelques minutes ici pour parler d'ordre de grandeur, pour avoir à l'esprit ces choses-là. Donc déjà, quand on avait parlé de la taille des cellules l'année précédente, j'avais eu l'occasion de présenter les ordres de grandeur des organismes et des cellules. La plus petite cellule, une bactérie, hein, de l'ordre du micron jusqu'aux baleines de plusieurs dizaines de mètres. Et quand on regarde la motilité de ces cellules, hein, toutes sont motiles, et un organisme très grand, comme la baleine aussi se déplace, on verra que les principes qui gouvernent la motilité dans ces différents types d'organismes est très différent. Mais ici, dans la partie basse des échelles, on a des cellules uniques qui couvrent des ordres de grandeur de 1 à plusieurs centaines de microns, même le millimètre. Donc ces cellules sont motiles, on va le voir. Dans tout l'arbre généalogique extrêmement vaste que j'ai représenté ici, on voit que la nage et le déplacement sur des substrats visqueux ou viscoélastiques en fait, est répandu. Hein. On voit ici le codage de couleurs en noir pour le crawling, c'est vraiment les cellules qui rampent, et puis la nage. Donc on a en fait une distribution extrêmement vaste de ces stratégies de motilité. Dans les bactéries, les tailles de cellules vont typiquement de 1 à plusieurs dizaines de microns. Chez les organismes eucaryotes unicellulaires, les ciliés en particulier, on voit des ordres de grandeur extrêmement vastes qui vont jusqu'à des cellules qui font plusieurs centaines de microns. J'en avais parlé l'an dernier, on reparlera un peu de ces cellules. Les ordres de grandeur de cellules uniques, qui ne vivent pas dans les organismes, hein, qui vivent dans les milieux aqueux, c'est à peu près à l'ordre de 2000 fois. Donc on a des cellules qui ont des tailles extrêmement différentes. Si on voit en film ici une bactérie, ici un film de Escherichia coli qui se déplace dans un milieu aqueux et que l'on peut suivre, je ne décris pas trop en détail, mais on voit en fait des déplacements assez rapides. On reviendra sur ces structures hélicoïdales à l'arrière de la bactérie. Mais le point important, c'est que d'autres bactéries qui se déplacent maintenant sur des substrats visqueux, et qui sont associés souvent à des pathologies, la maladie de Lyme, la syphilis, la leptospirose. On a des cellules maintenant hélicoïdales. Ici, on a une spirochète hein, qui est très grande, qui fait plusieurs dizaines de microns de longueur, et qui a aussi une structure hélicoïdale. Alors, on reviendra sur les analogies profondes qu'il y a entre ces différents types d'organisation et de motilité dans un instant. On a à l'autre extrême donc des cellules eucaryotes très grosses. On a dans le phylum des amoebozoaires, on a en fait cette amibe qui fait donc ici l'ordre de grandeur 200 microns. Donc c'est des cellules qui font 500 microns facilement de longueur, qui se déplacent comme vous pouvez le voir. Hein. On voit ici l'écoulement du fluide. Et puis ici des cellules absolument gigantesques, sans doute le record des cellules ciliées, quasiment 2 mm dans certains spécimens, qui se déplacent aussi rapidement. On ne pourrait pas croire que ce sont des cellules uniques, mais c'est bien le cas. Alors justement, en termes de comparaison maintenant des motilités, des vitesses cellulaires, on peut le regarder en termes en unités microns par seconde ou microns par minute et autres, mais aussi en termes de nombre d'unités de longueur, de la longueur de l'organisme. Alors vous voyez ici, dans les organismes qui nagent, en gros, dans la partie basse, ce sont les organismes qui nagent quelques dizaines de microns par seconde, comme Escherichia coli, 20 microns par seconde, en gros.
Mais on a des organismes absolument extrêmes, notamment cette Ovobacter propellens, qui est en fait un cilié, ce n'est pas une bactérie, qui se déplace à 1 mm/s, ce qui est absolument considérable. Il y a un article qui décrit ce type de déplacement. En fait, il y a une touche ciliaire qui a une rotation clockwise, qui induit un mouvement dans l'autre direction, et en fait, l'inclinaison crée en fait un mouvement cellulaire, comme montré par cette flèche, avec une espèce de mouvement hélicoïdal. Un truc assez incroyable. J'ai fait le calcul, donc on est à 200 unités de longueur par seconde. C'est comme si nous, mesurant en moyenne 1,50 m, nous avancions à 1000 km/h, qui est quand même assez rapide. Donc en fait, ça c'est sans doute le record de motilité pour une cellule unique dans le milieu aquatique. Les autres organismes qui se déplacent très rapidement à quelques centaines de microsecondes, en fait, sont à des températures extrêmement importantes, où en fait toutes les constantes cinétiques sont plus grandes. Est-ce qu'elles jouent un rôle important dans cette accélération, dans cette augmentation de la vitesse? Je ne sais pas. Il y a même une bactérie qui est prédatrice d'autres bactéries. Bon, bref, on a tout un univers de motilité cellulaire assez remarquable, mais il est important de voir à l'esprit qu'en dehors des systèmes standards d'études de quelques dizaines de microsecondes, il y a vraiment des cellules qui ont des motilités extrêmes. Dans les organismes qui se déplacent sur des substrats visqueux, on en reviendra plus tard, les spirochètes et autres, on a maintenant des motilités qui sont maintenant divisées par en gros 60, vu qu'on est dans l'ordre de quelques microns ou quelques dizaines de microns par minute, beaucoup plus lentement. J'ai représenté ici en ordre de grandeur l'organisme multicellulaire, l'organisme qui se déplace à la même vitesse. Par exemple, ici, le marlin, qui va jusqu'à peu près 130 km/h, est à ce niveau-là, donc en fait inférieur aux vitesses, alors en unité de longueur de l'organisme par seconde, pas en termes de vitesse absolue, ce qui est intéressant, et ici le record de nage de l'être humain. Donc finalement, la nage est plus rapide que le mouvement sur substrat visqueux, ce n'est pas totalement surprenant, mais c'est important de l'avoir à l'esprit. Les ordres de grandeur varient assez considérablement au sein d'un système particulier, au sein d'un milieu particulier, milieu aqueux, milieu visqueux, et voilà, donc la nage est la motilité la plus importante. Chez les organismes prokaryotes, le seul eucaryote est en fait cette cellule ici. Alors maintenant, quand on regarde les cellules eucaryotes, on voit des motilités qui sont vraiment, quand ils nagent, qui sont en valeur absolue aussi importante. On a des organismes qui nagent, des ciliés, qui nagent jusqu'à aussi 1000 microns par seconde, comme Ovobacter propellens. Mais par contre, en termes de, comme ce sont les organismes qui font eux-mêmes plusieurs centaines de microns, ça correspond à peu près une unité de longueur de leur organisme, ou un peu plus, par seconde. Ce qui est du coup moins impressionnant vu comme cela. Et dans les organismes qui rampent, dans les cellules qui se déplacent sur des substrats visqueux ou viscoélastiques, on a des ordres de grandeur qui tombent à quelques microns ou dizaines de microns par minute pour les plus rapides. Et puis pour des cellules, notamment les cellules humaines, on descend même à quelques microns par heure. Donc là, c'est beaucoup plus lent. Donc on a la même idée que le déplacement sur un substrat viscoélastique est plus lent que dans la nage. Et on a aussi des ordres de grandeur qui varient assez considérablement, jusqu'à 200 fois pour des cellules qui se déplacent sur des substrats. Nous y reviendrons. Donc ceci permet de voir en fait le grand éventail des vitesses. Ici, on a un exemple en fait de compétition cellulaire qui montre que même dans un organisme humain ou des souris, en fait, il y a des variations notables en fait de vitesse de cellules. Le record étant pour une cellule souche embryonnaire humaine qui se déplace jusqu'à 5 microns par minute, à peu près, si ma mémoire est bonne. Bon, j'ai donné la référence pour que vous puissiez revoir cette compétition cellulaire. Alors j'aimerais passer maintenant assez rapidement sur vraiment ce qui est important à considérer pour le déplacement des cellules, notamment dans le contexte de leur nage. Bon, je parlais tout à l'heure de Newton. Effectivement, à partir de Newton, on sait qu'un organisme peut se déplacer à vitesse constante quand un organisme se déplace à vitesse constante, il n'y a pas de force appliquée à lui. En revanche, lorsque l'organisme se déplace dans certaines conditions, qui est notamment celle des cellules qui se déplacent dans un milieu aqueux, donc les bactéries et toutes les autres cellules que l'on peut voir, ce monde qui est le monde du petit nombre de Reynolds, en fait, est différent et dans lequel en fait, il n'y a pas d'inertie comme on va le voir. Et donc, il est important qu'une force soit appliquée par le corps en permanence pour qu'il permette son mouvement. Et donc, la personne qui est à l'origine de ces considérations est donc le physicien Reynolds au XIXe siècle, et qui étudiait donc la mécanique des fluides et qui a étudié en particulier
dans les expériences d'écoulement de fluide dans un tube ou un capillaire, étudier les conditions qui garantissaient en fait, l'écoulement laminaire ou l'émergence d'un écoulement turbulent. Et en fait, ce qu'il a considéré, en fait, c'est les contributions respectives des forces d'inertie sur les forces visqueuses. Et donc, il a défini un nombre, le nombre de Reynolds, qui est un nombre sans dimension, hein, qui exprime en fait le rapport entre les forces d'inertie ici, ρ étant la densité du fluide, état la viscosité du fluide, et puis UL sont les longueurs caractéristiques du système ou ses vitesses caractéristiques du système. Donc finalement, on a 4 paramètres mesurables et qui permettent d'extraire ce nombre de Reynolds. Et comme il y a différentes façons d'appréhender le nombre de Reynolds. Maintenant, si l'on étudie vraiment la dynamique du fluide proprement dit, donc en voyant les équations de Navier-Stokes, qui émergent en fait de 2 considérations, l'équilibre des forces, hein, où si on a MA et puis ici les forces appliquées sur le système, en considérant ici les contraintes de cisaillement sur le fluide, et puis ici on a la loi constitutive qui décrit la relation entre les contraintes de cisaillement, les pressions appliquées sur le système, et puis D, qui est en fait le tenseur, le tenseur de taux de déformation, hein, qui exprime les dérivées spatiales des vitesses pour un fluide considéré dans un volume particulier, donc dans les différentes coordonnées de l'espace. Et donc, si l'on agrège ces 2 considérations, on obtient une équation de Navier-Stokes dans laquelle il y a sur la gauche les termes inertiels où apparaît la densité du fluide, et sur la droite les termes visqueux dans lesquels on retrouve ici la viscosité. Et on peut réécrire les équations de Navier-Stokes dans lesquelles maintenant on redimensionnalise, enfin sans dimension, dans lesquelles on considère maintenant V étoile, X étoile, etc., qui sont normalisés sur les longueurs caractéristiques U, L, etc. du système. Et à ce moment-là, on voit apparaître donc, le nombre de Reynolds au dénominateur à droite de l'équation, donc au niveau des forces visqueuses. Et ce qui permet de voir que quand le nombre de Reynolds est tout petit, donc très inférieur à 1, ce terme à droite devient très grand et domine largement sur les forces inertielles qui sont situées à gauche de cette équation. Donc c'est une façon de voir de façon très claire, mathématique, en quoi le nombre de Reynolds joue un rôle si important. On peut dire donc que quand le nombre de Reynolds est très faible, en fait les équations de Navier-Stokes s'écrivent simplement par ça égale 0, ce qui simplifie énormément les choses. Alors il se trouve que donc, je suis parti de Reynolds, qui a donné son nom à ce paramètre sans dimension. Il y a des physiciens qui ont joué un rôle important dans la prise en considération de ce nombre de Reynolds pour l'étude de la biologie, et notamment de la motilité cellulaire. Le premier qui vient à l'esprit, c'est Taylor, physicien anglais, qui a fait des calculs d'ailleurs sur la puissance de la bombe atomique par un raisonnement dimensionnel et qui a publié un article en 1951 qui en fait considère l'impact du nombre de Reynolds sur et les conditions de la motilité en fait, d'une membrane en fait, qui a des ondulations. Et l'article le plus connu est celui publié en 1977 par Edward Purcell, qui a écrit un article suite à une conférence, La vie au faible nombre de Reynolds, dans lequel il explique et popularise en fait des concepts qui avaient été appréhendés avant, notamment par Taylor, et étudie un certain nombre d'implications qui n'avaient pas été vues jusqu'à présent. Ayons maintenant à l'esprit un certain nombre d'ordres de grandeur. Si l'on prend l'eau, hein, qui est le milieu principal pour la nage, avec une densité ici exprimée par l'unité de grammes par centimètre cube, parce que c'est plus simple pour certains calculs, pour un petit poisson, hein, on obtient un nombre de Reynolds qui est de l'ordre de 10 puissance 3. Donc là, l'inertie est clairement importante. A fortiori pour un homme, où on obtient 4 10 puissance 6, et pour une baleine, j'ai fait le calcul hier pour compléter le tableau, puisque j'avais présenté une baleine, on est quasiment à 10 puissance 9, bon, quelquefois 10 puissance 8, nombre de Reynolds. Donc vraiment ici, l'inertie domine largement, et ça on le sait très bien, quand on plonge dans une piscine, si on est un très bon nageur, on peut quasiment faire entre 5 et 10 mètres mu par l'inertie. Mais pour une bactérie, le nombre de Reynolds, en prenant 1 micron et 10 microns par seconde pour la vitesse et la longueur caractéristique, on obtient typiquement un ordre de grandeur de 10 puissance moins 5 ou quelquefois 10 puissance moins 5. Donc clairement quelque chose qui est très petit, c'est au dénominateur. Donc on a des forces visqueuses qui dominent largement les forces d'inertie. On oublie l'inertie. Et faisons un calcul pour voir l'implication de ce faible nombre de Reynolds. Si l'on prend maintenant, donc ça c'est un calcul qui est fait dans le livre de Howard Berg, Random Walk in Biology, qui est vraiment remarquable. Si l'on prend maintenant une bactérie que l'on modélise comme une sphère qui a un rayon de 1 micron, dans lequel on arrête finalement toute force de propulsion, donc c'est simplement en fait la traînée, la force de traînée Cp état A V, V étant la vitesse,
à ce moment-là, on peut écrire l'équation d'évolution du système à partir de V0, la vitesse initiale de l'ordre de 20 microsecondes. On a une décroissance exponentielle avec un temps caractéristique qui peut se calculer avec les paramètres connus du système, définis ainsi comme 0,2 microsecondes. Ce qui veut dire en gros que le système s'arrête au bout de l'ordre de la microseconde. Et si l'on calcule maintenant la distance parcourue en 1 microseconde par une bactérie, on arrive en fait à un chiffre ridicule qui est une fraction d'angstrom, ce qui veut dire en fait qu'il n'y a pas d'inertie, effectivement, comme je l'avais dit, mais qui permet vraiment de se rendre compte qu'une bactérie aura toujours besoin d'exercer un mouvement pour permettre d'exercer une force de propulsion pour se mettre en mouvement. Et c'est vrai pour une bactérie, c'est vrai pour toutes les cellules, jusqu'aux ordres de grandeur plus grands de cellules qui font quelques centaines de microns. On a ici l'évolution en échelle logarithmique de la distance d'arrêt en fonction de la taille de l'organisme considéré. Alors, une autre conséquence importante, ce qu'a étudié Purcell dans cet article, c'est en fait les considérations qui permettent le mouvement. En fait, dans une équation de Navier-Stokes où en fait il n'y a que les termes, il n'y a plus de termes d'inertie, ici on a les forces propulsives apportées par l'organisme qui permettent sa motilité. Et si l'on considère un organisme, alors il prend l'exemple de la coquille Saint-Jacques, d'un petit coquillage qui se déplacerait, alors maintenant à une échelle microscopique, de l'ordre de quelques microns ou du micron. S'il fait un mouvement dans une direction particulière, on sait qu'à l'échelle macroscopique, avec l'inertie, en fait, l'organisme va pouvoir se déplacer. Mais en faisant le mouvement inverse, en fait, il annulerait son mouvement. Pourquoi? On voit ici qu'il y a plus, le temps n'apparaît plus de façon explicite. Donc en fait, le système évolue d'une façon qui ne prend pas en compte le temps. Donc il y a une réversibilité du système. Alors dans le cas de la coquille Saint-Jacques, il y a un degré de liberté parce qu'il y a une seule charnière dans l'organisme. Et dans ce cas-là, en fait, le mouvement est dit réciproque, c'est-à-dire que l'ensemble des configurations parcourues dans un sens et dans l'autre sont totalement superposables. Donc à ce moment-là, le mouvement s'annule. Il y a une façon très visuelle de voir cela, non pas dans un organisme, mais dans une expérience. C'est tiré d'une vidéo assez remarquable de le même Taylor dont j'ai parlé plus tôt, qui, à des buts pédagogiques, en fait, montre l'impact d'un déplacement d'un fluide avec une forte viscosité. Il y a ici une petite goutte d'un fluide marqueur dans ce fluide visqueux. Il le fait tourner dans un sens, donc on va voir la vidéo. On va voir ici, donc, il va faire 4 tours dans un sens, donc la tâche va s'étaler en anneaux autour de ce fluide, et après 4 mouvements de rotation dans le sens inverse, et l'on va retrouver en fait la configuration initiale schématisée par le diagramme ici. Donc on voit ici une totale réversibilité de la configuration dans ce milieu. Et à droite, on peut voir ici, maintenant vue de haut, la déformation d'une écriture ici, le faible nombre de Reynolds. Effectivement, il y a une réversibilité complète. Donc, c'est exactement ce qui se passe sur les échelles microscopiques pour une cellule, qui est petite, qui se déplace lentement, et dans lesquelles les forces d'inertie n'ont pas d'impact. Alors, pour sortir de ce piège, il faut considérer maintenant un mouvement non réciproque, c'est-à-dire dans lequel le retour au point de départ se fait par une trajectoire de configuration qui est différente de la trajectoire allée. Pour cela, il faut plus d'un degré de liberté. Et alors là, ici, Purcell considère le cas hypothétique d'un organisme qui aurait, ou d'un engin qui aurait donc 2 degrés de liberté, avec ici la succession des 4 états du système, où en fait, en considérant les angles, on a bien ici une exploration cyclique dans l'espace des configurations qui permet de retourner à l'état de départ, mais sans qu'il y ait de réciprocité dans le mouvement. Et donc théoriquement, cela permettrait un mouvement, mais d'une façon qui est plus importante pour nous, il considère 2 autres types de déplacement dans l'espace des configurations qui n'est pas réciproque et qui donc théoriquement permet le mouvement. Le premier, c'est en fait la rame flexible, ou quelque chose qui, comme on peut le voir ici, se déformerait à cause du mouvement imposé par cet objet dans le milieu visqueux. On voit ici le dessin tiré de l'article initial, mais ici j'ai pris en fait, des exemples en fait, de battements de cils dans le milieu aqueux qui effectivement ont un mouvement non réciproque et qui sont associés au mouvement d'organismes divers, dont ceux dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis l'autre exemple important qui est comme stratégie d'échappement à ce problème, qui est
l'existence en fait, d'une structure hélicoïdale qui tourne dans un sens particulier et qui permet à ce moment-là de retourner à la configuration initiale sans réciprocité du mouvement. Et ce que j'aimerais maintenant faire, c'est vous montrer comment, étant donné ces principes physiques, les conséquences en termes de conditions du mouvement, de voir comment dans l'évolution, il y a une convergence de stratégies de déplacement par des mécanismes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. J'entends par mécanisme, par exemple, les molécules qui seraient en jeu. Vous savez que les biologistes aiment bien parler de molécules. Ici, en fait, on va presque oublier certaines molécules. Il va falloir en parler pour expliquer le mouvement. Mais finalement, les stratégies sont dites convergentes parce qu'elles résultent, on parle, comme vous le savez peut-être dans l'évolution, de mécanismes dérivés, c'est-à-dire qui en fait dérivent en fait, d'un ancêtre commun avec des mécanismes semblables qui se perpétuent dans la descendance. Et puis notre stratégie, c'est en fait la stratégie convergente, où l'évolution trouve des solutions indépendantes au même problème. Ici, le problème, c'est le problème présenté par Purcell dans cet article dont je vous ai parlé, qui est en fait d'échapper en fait, au fait que le mouvement n'est possible que s'il est non réciproque. Et donc, en utilisant une de ces deux stratégies. Alors, maintenant, si l'on regarde l'arbre évolutif des stratégies cellulaires de déplacement, alors, ici, vous avez les eucaryotes en vert, mais vous voyez ici en fait, qu'il y a beaucoup d'autres organismes, des bactéries, des archéas, qui ont des déplacements assez variés. Certains nagent, d'autres se déplacent sur des substrats comme les cellules de mammifères, nos cellules qui se déplacent sur un substrat en 2 ou 3 dimensions. Et ce que l'on peut observer, c'est, alors ici l'article en fait recense différents types de systèmes qui génèrent en fait la force nécessaire au mouvement. Donc on retrouve quasiment toujours des systèmes moteurs, c'est-à-dire qui en fait convertissent de l'énergie libre chimique en énergie mécanique qui permet le déplacement. Donc on retrouve en fait nos molécules favorites, myosine, kinésine, dinéine. Il recense derrière ces 5 systèmes de systèmes générateurs de force des classes de mouvements en fait, qui prennent en compte les architectures protéiques associées au mouvement. Et le point qui est important, c'est qu'il est nécessaire que ce qui génère l'élément moteur du mouvement soit couplé en fait, à une structure rigide qui permet en fait, une interaction avec l'environnement. Si jamais vous ramez dans un bateau et que vous n'êtes pas solidement ancré au bateau, et bien en fait, vous n'allez pas pouvoir bouger. Donc une bactérie qui a une structure hélicoïdale, il faut qu'il y ait un ancrage mécanique solide à une structure rigide de la cellule, qui peut être son enveloppe. On y reviendra. Alors, étant donné la diversité des formes de motilité cellulaire, ce qui est quand même remarquable, c'est de voir que, et j'ai recouvert ici, on voit l'émergence de structures avec des flagelles, c'est-à-dire de structures qui sont cette rame flexible dont parlait Purcell, dans un certain nombre d'organismes. On va le voir. Alors, on voit ici donc des flagelles qui sont présents chez les archéas, et puis où est-elle les bactéries. Voilà, je ne les retrouve plus parce que les couleurs n'apparaissent pas. Donc, on a ici les bactéries, ici les archéas, ici les spermatozoïdes, donc des types cellulaires qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui ont développé en fait en milieu aqueux des structures hélicoïdales, et puis également des structures hélicoïdales maintenant dans des environnements qui n'ont rien à voir, ce sont des environnements visqueux, dans les substrats qui sont des cellules, par exemple, parasites qui sont responsables de maladies, la maladie de Lyme en particulier, des cellules en fait, qui en fait, naviguent entre les cellules dans la matrice extracellulaire, qui est un milieu viscoélastique, et qui vont utiliser aussi des structures hélicoïdales pour se propulser. C'est comme si elles étaient dans l'eau, mais dans une eau très visqueuse. Voilà. Et on va retrouver. Donc maintenant, j'aimerais en fait, détailler un peu ces différents types de motilité pour montrer en fait comment des stratégies convergentes en fait, d'utilisation de structures hélicoïdales permettent le déplacement dans des milieux visqueux ou des milieux dont la viscosité varie. On va aller aux moindres viscosités dans l'eau et aux plus grandes viscosités, les spirochètes ou autres organismes qui se déplacent dans une matrice extracellulaire pour infecter un organisme. Donc voilà en gros l'objet maintenant d'une partie du cours qui suit, qui est de montrer en fait cette stratégie convergente dans les milieux visqueux différents. Alors, partant de la nage, on voit ici ce qu'on appelle la flagelle, le flagelle chez les bactéries et l'archéelle chez les archéas. Ils ont des noms différents parce que les molécules n'ont rien à voir, mais c'est un système de propulsion hélicoïdale qui est ancré à la périphérie de la cellule. On voit ici dans un article ancien en fait, des cellules qui sont des archéas, dont on voit ici alors, en immunofluorescence le flagelle.
et ici, vu en microscopie électronique, on voit ici en fait un faisceau de flagelles différents, et on voit ici donc les unités indépendantes dans cette haute archéa qui est une archéobactérie. On voit ici la motilité de ces cellules. Alors le grandissement ne permet pas de voir le flagelle, mais elle se déplace bien. Ici, il s'agit d'une sulfobactérie. Donc on est en fait dans cette partie du diagramme des archéas. Ici, on observe maintenant une bactérie dans cette autre partie du diagramme, une Escherichia coli, avec les flagelles indépendants qui forment des faisceaux dont on voit ici qu'ils permettent le mouvement. Donc en fait, ici, considérez qu'il s'agit de la réunion de plusieurs dizaines de flagelles autonomes, indépendamment, qui s'agrègent lorsqu'ils tournent dans le sens antihoraire dans le milieu aqueux. Alors, lorsqu'on étudie maintenant plus précisément maintenant la motilité de ces archéas, donc ici les auteurs de cet article ont immobilisé ces archéas sur un substrat permettant de faire la microscopie en TIRF, et on peut observer ici, alors dans un premier lieu, dans un premier temps, des quantum dots qui sont à la surface de l'archéa et qui permettent de suivre en fait le mouvement hélicoïdal dans l'espace, donc il y a bien évidemment un phénomène rotatoire de la bactérie. Et si l'on maintenant immobilise cette archéa, j'ai dit bactérie archéa sur le substrat, on peut étudier maintenant la motilité d'éléments de la structure hélicoïdale, et on peut voir ici, selon l'axe nord-sud ou est-ouest, dans un kymographe dans lequel on a ici le temps et ici l'espace, effectivement, un déplacement qui est attendu pour une structure hélicoïdale. Donc, l'archéa a un mouvement rotatoire qui est induit par le mouvement rotatoire de son système de propulsion hélicoïdale. Alors, dans la bactérie, qui est beaucoup mieux connue, là je vous ai parlé en fait de choses qui ont été découvertes assez récemment chez les archéas, parce que ça fait relativement peu de temps qu'on étudie ce système en détail. Et chez la bactérie, la mise en faisceau des différents flagelles en une structure que l'on peut voir schématisée est induite par un moteur qui est situé à la base et dont énormément de choses sont connues. Si l'on regarde plus en détail, je veux souligner en gros 3 structures. La première, c'est l'élément rotatoire, qu'on appelle le rotor, qui est en rouge en gros, qui est mis en mouvement par le stator, une structure qui est fixe dans l'enveloppe de la bactérie. Et comme on le verra alors dans quelques cours plus en détail, met en mouvement en fait le rotor par l'utilisation de l'énergie libre d'un gradient de protons qui est généré entre le périplasme et la partie intérieure de la cellule. Donc on a ici un gradient de protons généré par une pompe qui met en mouvement en fait les unités du stator et qui fait tourner le rotor. Le rotor entraîne maintenant à son tour l'ensemble du flagelle qui peut faire plusieurs dizaines de microns, donc il est beaucoup, beaucoup plus grand. D'accord ? Alors, le flagelle qui lui-même est généré par adjonction de monomères qui rentrent dans la partie basale du flagelle et sont ajoutés, diffusent en une dimension le long du flagelle et sont ajoutés à l'extrémité. Bon, c'est assez époustouflant de voir comment ce système peut marcher, mais il s'assemble par adjonction d'unités de monomères à l'extrémité, et donc comme dans un canal. Et donc, en fait, au fur et à mesure de la rotation du flagelle, la longueur donc évolue et donc la force de résistance visqueuse du flagelle va évoluer. On verra l'implication de ce genre de choses dans la mécanique de ce flagelle. Mais le point important ici, c'est que chez les archéas, la structure en apparence est la même, et les molécules n'ont rien à voir, ça s'était inventé indépendamment dans l'évolution. On rejoue les dés plusieurs fois, on retrouve la même solution finalement physique au processus. Alors que je viens de vous parler de cette structure, on a ici une structure qui est plus fine et qui dérive en fait d'un type de sécrétion qu'on appelle le système TFF. C'est un système qui a été mis en place il y a très longtemps chez les bactéries dans un processus de sécrétion qui a dérivé vers d'autres fonctions, notamment la formation de ces archéelles qui donc ont une structure hélicoïdale également, mais qui est mise en mouvement en utilisant non pas l'énergie libre d'un gradient de protons, mais par hydrolyse de l'ATP. Il a en commun le fait qu'il y a une rotation. Maintenant, les paramètres mécaniques de cette archéa sont beaucoup moins connus. On ne connaît pas autant en détail des éléments mécaniques comme le couple exercé par l'unité motrice sur l'ensemble du filament. Alors, donc là, c'était pour les organismes qui nagent. Maintenant, quand on prend les organismes qui évoluent dans les milieux liquides mais beaucoup plus visqueux, de matrice extracellulaire,
on voit maintenant des cellules qui ressemblent à des bâtonnets, qui sont plus grandes. Et j'en cite ici deux, qui sont à différents endroits de l'arbre des bactéries. Une Flavobacterium johnsoniae, je vais l'appeler Flavobacterium pour être plus simple, et qui en fait se déplace à 2 microns-secondes, donc assez rapidement. Et ici, une autre bactérie, Myxococcus xanthus, qui se déplace plus lentement, à quelques microns par minute, et qui a une motilité autonome, ainsi qu'une motilité collective, dont nous ne parlerons pas, et qui utilise, on va voir, dans les deux cas, une structure hélicoïdale. Alors, si l'on commence par... Donc, ce sont des études... notamment du laboratoire de Howard Berg, mais pas uniquement, il y a aussi un groupe japonais, et qui en fait caractérise à la surface de ces cellules de Flaviobacterium des petites spicules qui font quelques centaines de nanomètres. Et on peut suivre ces spicules à la surface de ces flaviobactéries, et on peut voir qu'ils ont une trajectoire qui en gros est hélicoïdale autour de la cellule. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir comment cette petite spicule, SPRB, quelle est sa motilité dans le référentiel d'observation du microscope où cette cellule maintenant est ajoutée à un substrat et on observe en TIRF la molécule. Ce que l'on peut voir, c'est deux types de trajectoires. On a ici le temps et ici l'espace. Certaines particules en fait, semblent immobiles, alors que d'autres se déplacent vers l'avant en même temps que la cellule à peu près 4 microsecondes. On a ici les distributions des vitesses de ces structures, immobiles ou qui se déplacent à 4 microsecondes. La cellule elle-même a un déplacement net de l'ordre de 2 microns par seconde. Et donc, on voit bien qu'on a l'idée ici que en fait, la raison pour laquelle il y a deux distributions de vitesse, c'est qu'il y en a un qui est immobile parce qu'il est ancré au substrat, en quoi il devient immobile. On va revenir maintenant. Quand on regarde une cellule immobile et une cellule qui se déplace, on voit maintenant... une cellule qui se déplace ici, une cellule qui est immobile, on voit des distributions de vitesse différentes. On peut regarder donc ici certaines particules qui sont immobiles dans les référentiels du substrat, c'est le film qui correspond à ce chymographe, les autres qui se déplacent vers la droite avec la cellule. Mais lorsque la cellule maintenant est immobile, on voit en fait qu'on a des mouvements vers la gauche et des mouvements vers la droite, dont les distributions sont à peu près égales, c'est plus ou moins 2 microns par seconde. Donc en fait, une cellule immobile a des mouvements réciproques à vitesse égale dans les deux sens. Une cellule qui se déplace vers la droite va avoir un déplacement d'une particule qui va 2 fois plus vite. Donc le modèle qui est proposé pour expliquer ça, c'est quand la cellule est immobile, il y a une trajectoire hélicoïdale dont l'origine n'est pas vraiment connue, qui permet le déplacement d'unités de ces spicules qui sont à l'extérieur. On imagine qu'elles peuvent être adhérées au substrat, être l'occasion d'interaction avec l'environnement. On a des déplacements hélicoïdaux vers la gauche et vers la droite avec des vitesses égales, de plus ou moins 2 microns par seconde. Mais dès lors que l'une de ces unités, de ces spicules en fait, interagit avec le substrat, elle devient immobile, ce qui fait que sa vitesse devient 0. Et celles qui se déplacent maintenant vers la droite, à ce moment-là, une vitesse qui est 2 fois plus importante, parce qu'elles sont entraînées par le mouvement de la cellule. Et donc on observe à ce moment-là 4 microns par seconde, 2 fois V0. Donc voilà le modèle simple qui rend compte en fait des observations que je vous ai montrées dans la diapositive précédente. Alors des expériences effectivement dans le laboratoire de Howard Berg montrent effectivement de façon encore plus en détail la rotation des cellules en microscopie. Et effectivement, ce qu'il fait, c'est qu'ils utilisent en fait maintenant un anticorps qui va reconnaître cette spicule, SPRB, et il observe effectivement à la surface de la cellule son mouvement rotatoire, c'est ce que vous voyez ici. Et donc, si jamais maintenant cet anticorps anti-SPRB est immobilisé sur le substrat, parce que en fait, c'est le ligand naturel de SPRB, on voit bien qu'on aura un mouvement de la cellule en sens inverse du mouvement de la rotation observée de la spicule à la surface de la cellule. Alors, la source énergétique de ce mouvement est un gradient de protons. On a ici un inhibiteur du gradient de protons, et en fait, on voit qu'en chymographe, la motilité s'arrête. On a des trajectoires qui sont... Et le processus est réversible, parce que quand on enlève l'inhibiteur, la motilité repart. Alors, des expériences caractéristiques du laboratoire de Howard Berg prend ces bactéries, cisaille en fait les petites spicules pour les rendre beaucoup plus petites, l'associer au substrat, et à ce moment-là, on peut voir la rotation de la cellule entraînée par la rotation d'un seul petit spicule minuscule. On voit ici les trajectoires du centre de masse de la cellule, ce qui permet d'avoir maintenant les paramètres cinétiques de la rotation du système. Ou alors on peut utiliser des petites billes de latex de 0,5 microns qui sont absorbées à la surface des spicules et on voit leur mouvement
rotatoire d'un rayon forcément plus petit qui correspond à la taille de la spicule. Donc on a bien effectivement l'observation de la rotation telle qu'imaginée dans ce système. Et il propose en fait dans un article vraiment très intéressant un modèle mécanique pour l'évolution de ce système. En fait, il considère une trajectoire hélicoïdale fixe en vert, un mouvement en fait d'un moteur en bleu qui est également fixe et qui met en mouvement du coup le déplacement des petites spicules SPRB, donc selon un modèle vraiment de crémaillère. C'est-à-dire on a une crémaillère fixe en vert, on a le pignon l'engrenage qui est lui fixe, et à ce moment-là, on a un déplacement à la surface des molécules d'adhésion, et quand elles s'engagent dans une interaction avec le substrat, à ce moment-là, une rotation de la cellule dans le sens inverse. Et ici, on regarde effectivement la colocalisation de l'unité motrice en vert et des spicules dont les trajectoires hélicoïdales ont été documentées dans la partie précédente. On voit donc une colocalisation qui, en fait, accrédite l'idée est une des observations qui est en cohérence avec le modèle proposé dans cet article finalement assez récent du laboratoire de Hohenberg. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette bactérie Flaviobactérie et qui utilise une stratégie hélicoïdale sur un substrat. C'est en gros la même stratégie et pour les mêmes raisons de contraintes physiques que je vous ai présentées précédemment. Alors il y a aussi le cas beaucoup plus connu, plus documenté, d'une autre bactérie qui appartient à une toute autre famille, Myxococcus xanthus, qui, par une stratégie moléculaire tout à fait différente, va aussi utiliser en fait une structure hélicoïdale pour se déplacer sur le substrat. La vitesse est plus lente, on n'est plus à 2 microns seconde, mais 2 microns par minute. On a ici, peu importe les détails, l'unité motrice, son couplage avec la partie intracellulaire, notamment des filaments d'actine, MREB, et puis la partie dans la membrane extérieure et un ancrage en fait dans le peptidoglycane de la bactérie. On observe ici la trajectoire en rotation d'unité de cette structure. Ici, on a une molécule dans la partie qui est ancrée dans le peptidoglycane, donc une rotation de la structure. Et lorsqu'on observe en chymographe maintenant ces cellules, on observe effectivement que cette unité, donc la partie qui est maintenant couplée au filament, et dans la partie plus interne de la cellule, on a en fait une dynamique qui est, la structure en fait se déplace le long de la bactérie qui est tout à fait conforme à ce que je vous avais montré précédemment d'une trajectoire hélicoïdale qui induit un mouvement net à la surface de la bactérie. Alors, il s'agit ici du travail notamment de mon collègue Tam Mignot à Marseille, qui a fait beaucoup de travail assez remarquable sur Myxococcus xanthus, qui notamment a vraiment permis de comprendre le processus par lequel la motilité s'engage. Et notamment cette expérience qui montre ici un chymographe où l'unité ALGZ, qui est donc ici, est observée au cours du temps. On voit effectivement dans le chymographe une immobilisation de ces structures quand elles sont associées au mouvement, alors qu'avant elles ont un mouvement. On a ici la représentation schématique. On a des unités qui sont immobiles, qu'ils caractérisent du coup comme des points d'adhésion focale. Vous savez, c'est une terminologie qui est utilisée pour l'adhésion dans des cellules humaines, eucaryotes qui se déplacent sur un substrat. Ici, on a un point d'adhésion équivalent. Et donc, ils appellent, en raison de leur configuration ponctuelle, des structures d'adhésion focale dont la dynamique est corrélée au mouvement. Lorsqu'elles sont fixes, elles sont associées au mouvement, alors que sinon, elles sont faiblement anticorrélées au mouvement. Donc, si l'on observe maintenant plus en détail à la surface de la cellule, on peut observer des points de référence à la surface de la cellule qui, lorsque la cellule est immobile, en fait, se déplacent lorsque la cellule est engagée avec le substrat et se déplace selon un mouvement anti-horaire, comme on peut le voir ici, et qui est entraîné effectivement par la rotation dans l'autre sens de la cellule ancrée par le point d'adhésion. Donc l'angle constitué par la trajectoire hélicoïdale par rapport à la cellule est constant indépendamment de la vitesse de la cellule. Donc quelque chose qui ressemble énormément à ce que je vous ai montré pour la bactérie précédente. Et en étudiant les corrélations d'immobilisation de différentes unités dans la structure motrice, ici on a la partie intracellulaire, ici la partie proche de la partie extracellulaire. Et le point qui est important, c'est que les deux structures sont, lorsqu'elles sont mobiles ou lorsqu'elles sont immobiles, très corrélées.
Donc ici, on est dans la partie motrice proprement dit et la membrane interne de la cellule. Alors que lorsque l'on compare l'unité, donc le périplasme, et puis la membrane externe de la cellule, à ce moment-là, il n'y a de corrélation que lorsque la structure est immobile. Il n'y a plus de corrélation lorsque la structure est mobile. Donc le modèle qui est proposé, c'est qu'en fait, il y a un couplage mécanique entre la partie interne de la membrane qui est ici et la partie... Donc il y a deux membranes, la membrane interne, la membrane externe, et que c'est le couplage mécanique entre ces deux partie du complexe moteur qui permet la propulsion de la cellule. Donc voilà ce que ces études de corrélation permettent de déterminer. Alors voilà, donc rapidement pour des bactéries qui ont mis en place un système de structure hélicoïdale, on retrouve encore cette structure hélicoïdale maintenant dans les organismes à d'autres échelles. Alors je vous ai parlé des spirochètes tout à l'heure. À ce moment-là, vous voyez que pour Flaviobactéries, comme pour Myxocanthus, en fait, on a des cellules qui sont cylindriques, et c'est à la surface de ces cellules qu'il y a une structure hélicoïdale du mouvement en fait, d'un système d'adhésion entraîné par un moteur. Mais maintenant, il y a des cellules, des bactéries, qui en fait adoptent une configuration elle-même hélicoïdale, et là en raison en fait, du flagelle. Donc vous vous souvenez que pour la bactérie Escherichia coli, on a une cellule qui est en gros une ellipsoïde, entraînée par un flagelle qui, dans le sens antihoraire, forme un faisceau. Ici, on a une forme tout à fait singulière dans laquelle le faisceau de flagelle n'est pas extérieur à la cellule, mais en fait, il est dans le périplasme. Il s'enroule autour du corps cellulaire. Donc, vous avez ici en violet le faisceau de flagelle qui est en gros interne et qui, en tournant, entraîné par le moteur, exerce un couple qui déforme la cellule en vert, dont la résistance élastique apporte un couple opposé. Et donc on a ici en fait la configuration adoptée par la cellule et le flagelle par ces deux interactions, unité motrice et résistance élastique de la cellule, qui donne en fait une structure qui est en gros sous la forme d'une onde plane qui elle-même tourne dans le milieu. Et c'est cette structure en fait qui est à l'origine de la motilité des spirochètes. En gros, vous imaginez une bactérie dans laquelle le flagelle n'est pas extérieur, mais à l'intérieur déforme la cellule et la met en mouvement. Et lorsqu'elle adhère à un substrat visqueux, eh ben, elle permet son déplacement. On a ici un exemple d'une cellule particulièrement longue. À vrai dire, il y a c'est un monde, en fait, les spirochètes, qui ont des tailles différentes, de quelques dizaines de microns, notamment dans cette cellule particulièrement grande. Et puis, effectivement, des organismes encore plus grands, maintenant ici des eucaryotes, dans lesquels on a une structure ondilatoire. Il s'agit d'un parasite, le trypanosome. On voit ici, en fait, l'organisme en temps réel, dans un film. Vous voyez que sa taille est à peu près du même ordre de grandeur, quelques dizaines de microns, qui ondule et qui en fait a une trajectoire alors, plus complexe, mais qui en gros, si l'on suit un certain nombre d'éléments, a une trajectoire hélicoïdale dans un milieu aqueux ou viscoélastique, c'est-à-dire un parasite, un peu comme les spirochètes qui rentrent dans l'organisme et dans la matrice extracellulaire peut se déplacer pour atteindre ses cibles. Donc là, ça a été aussi beaucoup étudié. Je le mentionne juste pour montrer qu'en fait, la stratégie hélicoïdale n'existe pas que chez les bactéries dans le milieu aqueux ou visqueux, ou plus visqueux, mais également chez des cellules eucaryotes, comme on le voit ici. Et puis l'exemple enfin connu, qui est celui du spermatozoïde. Ici, on a des expériences absolument pionnières et remarquables de Brocav qui montrent ici la dynamique de spermatozoïdes et du flagelle chez des spermatozoïdes d'oursins et dans des expériences vraiment remarquables qui montrent notamment, qui étudient l'origine du mouvement de ce flagelle. Alors là, on est chez les eucaryotes. Les mécanismes encore moléculaires n'ont rien à voir, mais le principe est encore le même. Et ce que je vais maintenant montrer pour le flagelle du spermatozoïde est vrai dans beaucoup d'organismes qui ont plusieurs flagelles, plusieurs cils, on dit maintenant dans ce cas-là, comme ici cet organisme dans lequel on peut voir différents cils avec ces déformations qui sont associées au mouvement dans les deux sens, qui, comme je vous l'avais dit, est non réciproque. Alors, l'ultrastructure du cil et du flagelle est tout à fait différente. C'est une structure assez remarquable, dont l'unité constitutive sont les microtubules, qui s'associent par paires, comme on peut le voir ici, et qui forment dans l'axonème une structure avec, alors il y a différents cas, mais le cas simple serait 9 doublets avec ou non une unité centrale. Cette structure est motrice, peut se déformer, génère le mouvement.
Des expériences pionnières menées dans les années 60 testent 2 modèles. Dans le premier modèle, la courbure de l'axonème est induite par, on va dire, un cisaillement entre les 2 moitiés opposées du cil. Ce qui est assez incroyable, c'est que cette personne a modélisé, a étudié en fait la structure des axonèmes en faisant par microscopie électronique des sections, des séries de sections de l'extrémité jusqu'à la partie plus basale, en voyant comment la configuration des différentes unités constitutives de l'axonème évolue suivant le modèle de cisaillement des doublets ou dans l'autre cas d'une contraction de l'ensemble des unités constitutives dans la partie à l'intérieur de la courbure. Et en fait, les observations clairement accréditent l'idée qu'il s'agit d'un cisaillement et non d'une contraction. Et en fait, les observations menées plus tard ont effectivement confirmé cela. Alors, en gros, le modèle aujourd'hui est considéré qu'effectivement, il y a des unités motrices qui sont les moteurs de dynéine, qui en fait consomment l'ordre de grandeur 10 puissance 5 ATP par battement pour mettre en mouvement donc, les doublets dans l'axonème, et ce qui cause une tension de l'ordre de 10 nanonewtons entre des voisins, donc ces 2 doublets, comme on peut le voir ici. Et comme il y a des unités en fait, qui cross-link ces 2 doublets de microtubules, il y a donc une courbure qui se met en place. Alors le point maintenant très intéressant, que je vais simplement effleurer et sur lequel je reviendrai plus en détail dans un autre cours, c'est qu'étant donné la structure de l'axonème, et là je fais référence à cet article assez récent qui est vraiment remarquable, le point qui est important, c'est de voir que si on considère la partie en haut codée en vert, étant donné la symétrie intrinsèque de l'axonème, ce que je viens de vous dire induirait donc une courbure dans ce sens-là pour la partie en verte et une courbure dans l'autre sens dans la partie en bas. Donc en fait, si on veut que l'axonème se courbe, il faut qu'il y ait une communication entre la partie en haut et en bas de l'axonème, de telle sorte que lorsque celui-ci se courbe, celui-ci ne le fasse pas, sinon on annulerait le mouvement. Étant donné la vitesse à laquelle se produit le battement, donc la fréquence chez Chlamydomonas, c'est 100 Hz. En fait, le seul modèle considéré, c'est qu'il y a un couplage mécanique entre les 2 parties. Et je reviendrai plus tard sur en fait, les différents modèles de couplage mécanique qui ont été étudiés et qui permettent d'expliquer comment, effectivement, la structure globale peut se courber dans un sens. Lorsque l'un se courbe, en fait, il inhibe la courbure dans l'autre. Voilà. Donc je ne fais que mentionner le problème, mais qui montre en fait la beauté de ce système. Donc voilà, pour clore en fait, cette partie étude de l'aspect convergence des mécanismes de déplacement, qui est une conséquence en fait, des contraintes physiques imposées par l'évolution dans un monde de faible nombre de Reynolds, et l'on voit en partie l'existence de structures hélicoïdales qui ont des mécanismes moléculaires très différents, mais qui existent à la surface d'une cellule, dans la structure même de la cellule, que ce soit la cellule elle-même qui se torde, ou alors qui adopte une structure hélicoïdale, comme dans les spirochètes, ou alors une structure à l'arrière, le flagelle, ou l'archéelle chez les archéas, qui a une structure hélicoïdale, ou les spermatozoïdes, et les cils, etc. Donc en gros, l'idée, c'est que derrière la diversité des formes et des mécanismes moléculaires, il y a des structures convergentes qui ont une origine physique. Peut-être la chose principale que je voulais dire aujourd'hui. Le point maintenant que j'aimerais aborder, qui me permettra d'introduire le cours à la suite, c'est de dire finalement que les 3 grands problèmes que l'on doit maintenant gérer si l'on s'intéresse à la motilité cellulaire unique, c'est d'abord le décodage de l'environnement. Quelle est la nature des signaux décodés par les cellules dans l'environnement? Les cellules ne se déplacent pas totalement aléatoirement, même si on verra qu'il y a une composante stochastique. Quelle est la nature de ces signaux? On va en revenir plus tard. Le décodage est-il temporel, spatial, les deux, de quelle façon? Le deuxième grand problème, c'est qu'une fois que l'on décode l'environnement, la cellule doit processer cette information en se polarisant, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène de brisure de symétrie qui vient de l'extérieur, qui se traduit en organisation vectorielle de la cellule. En voyant ça, on considérera des modèles déterministes d'organisation de la cellule ou des modèles plus stochastiques. On verra dans les cas de polarisation de la cellule elle-même ou de polarisation de la trajectoire
encore une fois selon un modèle déterministe ou stochastique. À chaque fois, nous aurons à cœur de considérer la diversité des modalités cellulaires, que ce soit des prokaryotes et des eucaryotes. L'idée maîtresse du cours que je vais vous présenter cette année, c'est de montrer, à l'instar de ce que j'ai dit jusqu'à présent, derrière la diversité des mécanismes moléculaires, il y a des stratégies même de guidage et de processing de l'information qui sont assez universelles, assez générales. Il y a des différences importantes, mais il y a des stratégies très convergentes. Et enfin, le point important, qui est effectivement la réponse mécanique des cellules une fois qu'elles sont organisées vectoriellement, qui va bien sûr dépendre de l'environnement. Mais on va considérer deux grands éléments. L'unité génératrice de forme. Hein. Pour générer du mouvement, il faut l'application d'une force motrice permanente. Donc, quelle est la nature de ces forces motrices? On verra évidemment les éléments du cytosquelette. Il s'agit d'appliquer une force. Donc, la seule façon de le faire, c'est par l'utilisation du cytosquelette. C'est l'élément principal, contractilité, écoulement d'actine, etc. Et puis, effectivement, pour le mouvement, il faut qu'il y ait une transmission des forces par la résistance passive avec l'environnement, que ce soit sous forme de friction, d'adhésion, la topographie de l'environnement ou la résistance visqueuse du milieu, comme on l'a vu dans le cas des bactéries, dans la présentation générale que j'ai faite précédemment. Alors, pour simplement mettre en image ce que j'ai présenté de façon très synthétique, lorsque l'on considère l'évolution sur un substrat en deux dimensions, de cellules telles qu'on les prend, de fibroblastes, ou qui se déplacent sur un substrat que l'on étudie dans le laboratoire, alors il s'agit de voir qu'une grande partie des systèmes que l'on étudie en laboratoire sont des systèmes assez artificiels, qui n'ont rien à voir avec la motilité in vivo, même si j'aurai l'occasion d'en parler. Donc on commence par la motilité en deux dimensions. En gros, la brisure de symétrie, on la voit, on a une partie qui est très riche en actine, qui polymérise l'actine, qui met en mouvement l'ensemble de la cellule. Je ne rentre pas vraiment dans les détails parce que j'aurai un cours entier consacré à ça. Mais en gros, l'élément central, étant donné les éléments de génération de force, transmission des forces, c'est qu'on a en fait une nucléation d'actine à la partie la plus distale de la cellule et un couplage avec les molécules d'adhésion qui sont elles-mêmes associées au substrat permet une résistance et donc la transmission des forces qui permet le mouvement vers la droite. Elles sont extrêmement schématiques, il y a beaucoup d'éléments à ajouter à ces descriptions très locales de la cellule, mais qui permet d'expliquer en tout cas en partie l'extension de la cellule vers la droite. Je ne parle pas du fait que l'ensemble de la cellule doit se déplacer, ce qui implique d'autres éléments. Alors effectivement, je disais que souvent les systèmes sont artificiels. Les gens ont eu à cœur d'expliquer maintenant le mouvement des cellules dans l'environnement natif, qui est un milieu en trois dimensions, un environnement complexe, dans lequel les signaux de motilité sont aussi très variés. Et donc, en fait, les gens, progressivement, ces dernières décennies, ont en fait commencé à étudier la motilité en trois dimensions, et en particulier observer qu'il y a des cellules, vous les mettez sur un substrat tout beau, avec des molécules d'adhésion, elles ne se déplacent pas. Vous les compressez légèrement, à ce moment-là, les cellules se mettent à avancer. Donc, ce qui veut dire que les éléments de l'environnement, notamment la topographie, joue un rôle important. Nous reviendrons sur ce cours, mais en gros ici, il s'agit non pas de considérer des forces d'adhésion avec le substrat, mais des forces de friction qui sont beaucoup plus labiles, mais en très grand nombre parce qu'on est dans un environnement confiné en trois dimensions et qui permet en fait de générer un mouvement, lequel est induit par un écoulement rétrograde d'actine, dans le sens inverse du déplacement de la cellule, lui-même induit par un gradient de contractilité depuis la partie postérieure. Donc un écoulement d'actine vers la gauche, en vert, qui, suivant l'importance de la friction, forte ou faible, induit un mouvement vers l'avant qui est fort ou faible. Donc il y a toute une série d'expériences, je reviendrai en détail sur cet article notamment. Alors, pour poursuivre et conclure cette introduction, je voudrais parler maintenant de l'aspect guidage de la motilité cellulaire, parce que c'est quelque chose évidemment d'extrêmement important. Donc ici, on a un film assez ancien, qui est un film classique. Il n'est pas d'une très grande qualité optique, mais il montre un phénomène assez remarquable, et qui est en fait ici un neutrophile qui pourchasse une bactérie. Donc vous avez ici le neutrophile, qui fait quelques dizaines de microns. Et ici, on a une petite bactérie, un staphylocoque, et dont on peut voir le déplacement. Ah non, je me suis trompé, ce n'est pas la bactérie elle est là. La bactérie, vous la voyez ici. Et vous voyez qu'au fur et à mesure de l'échappement de staphylocoque, qui est aléatoire, le neutrophile en fait, se déforme et le poursuit.
Donc c'est sûr que, et là à la fin il le mange, phagocytose, donc la vie de la bactérie est terminée. Le point qui est remarquable, c'est qu'on voit qu'on a ici une bactérie qui sans doute a un déplacement aléatoire, et on a derrière un mouvement qui semble extrêmement déterministe en apparence. C'est-à-dire en gros le temps de réponse de la cellule eucaryote au déplacement brownien, ou du moins en apparence du staphylocoque, est extrêmement rapide. Donc on voit ici introduite en fait une tension entre deux modèles qui seront un élément important à étudier, les éléments de stochasticité et des éléments déterministes dans la motilité cellulaire. Et alors, en fait, je peux vous dire en annonce l'élément central, je pense que ce qui est beaucoup plus utile et qui ressort des études les plus récentes, c'est l'idée qu'en fait, il n'y a rien évidemment de totalement stochastique, il n'y a rien de totalement brownien, de totalement déterministe. En fait, les modèles sont en fait une synthèse d'éléments de biais sur une marge stochastique. C'est quelque chose qui est très connu pour la bactérie, mais qui en fait maintenant commence à être étudié de façon beaucoup plus quantitative dans le déplacement de cellules eucaryotes. Donc voilà, j'introduis la question d'un modèle. Alors, quand il y a un modèle déterministe, j'entends par là que c'est une référence pour penser le déplacement, et non pas la réalité proprement dite. Donc cette référence, l'idée qu'en fait il peut y avoir un mécanisme spatial dans lequel une cellule compare la concentration d'une molécule qui l'attire ou d'une bactérie vers l'avant. Là, et on voit que la bactérie était une partie de la cellule, à proximité de la cellule, et qu'indéniablement la cellule l'a détectée par un signal chimique qu'elle détectait en l'avant de la cellule et pas à l'arrière, et qui permettait de déformer la cellule. En tout cas, c'est l'idée que confère cette image, ce film que je vous ai montré. Et puis maintenant, un mécanisme temporel dans lequel la cellule pourrait, on peut tout à fait imaginer, faire une comparaison entre un temps t plus delta t, et en ayant une mémoire de la configuration précédente, puisse en fait, le cas échéant, revenir sur sa marche pour suivre la cellule. Et si elle le fait très rapidement, dans un temps d'une seconde, eh bien, elle pourrait en apparence suivre de façon déterministe la cellule. Mais également des modèles maintenant stochastiques dans lesquels il y a une marche aléatoire de la cellule, quand bien même elle pourrait être biaisée par des signaux externes. Donc à ce moment-là, ce qui est important, c'est l'évolution de la probabilité de changer de direction. Et c'est effectivement ce que font notamment les bactéries, qui sont trop petites pour mesurer un gradient spatial, mais dans lesquelles, en fait, quand on regarde en détail, elles comparent en fait, à quelques secondes d'écart la concentration, et à partir de là, elles ajustent en fait, les paramètres de leur marche aléatoire. Et en particulier, des expériences sur lesquelles je reviendrai montrent que la cellule, quand elle monte le gradient d'attractant, en fait, elle allonge la durée de ces marches, de ces runs. Voilà, justement. Donc, le papier dont je parle, qui est un papier qui est maintenant ancien, en 1972, un papier absolument fondateur de l'étude en fait, du chimiotactisme en général et en particulier de la marche aléatoire biaisée chez les bactéries. Alors, marche aléatoire, parce qu'en apparence, les cellules ont des trajectoires. Donc, en fait, les cellules ici sont suivies en 3 dimensions, ce qui est quand même pas évident à faire. Et en fait, on a une marche aléatoire dans ces cellules qui font du chimiotactisme, alors qu'en fait, quand il n'y a plus de chimiotactisme dans un mutant, les cellules ont des trajectoires plus balistiques, mais en fait, elles ne remontent pas un gradient, alors que là, elles remontent un gradient. Donc, en fait, on a une espèce de paradoxe en apparence, c'est-à-dire qu'une cellule qui semble avoir une marche plus aléatoire est capable de remonter un gradient, alors que lorsqu'elle ne peut pas le faire, en fait, elle avance aveuglément dans l'environnement, et d'une façon probabiliste, elle n'avance pas dans la bonne direction, donc elle ne remonte pas le gradient. Ces cellules-là, en fait, suivent en fait, une succession de ce qu'on appelle des runs, c'est-à-dire d'avancées, de quelques dizaines de microns, puis elles changent de direction de façon en une fraction de seconde, et elles suivent à ce moment-là de façon quasi aléatoire une nouvelle direction, et donc elles explorent l'environnement de façon progressive. Et le point important, c'est que la durée des runs dépend de la concentration, et la fréquence de tumble, la fréquence de réorientation aussi dépend de la concentration du chémoattractant. Alors, puisque j'ai parlé précédemment de 2 types de bactéries qui ont un flagelle et qui permettent un mouvement, ici je mets en parallèle ces 2 cellules, la bactérie Escherichia coli et les spirochètes. Toutes les 2 font des run and tumble. Le run, c'est la trajectoire dans une distance de quelques dizaines de microns. Le tumble, c'est la réorganisation, c'est l'arrêt de la cellule avant qu'elle n'adopte une nouvelle trajectoire dans un autre angle. Et en fait, les spirochètes font d'une façon un peu plus simple, parce qu'elles évoluent en 2 dimensions, à peu près la même chose.
elles peuvent se déplacer dans une direction dans un run, puis après, elles peuvent s'arrêter et repartir dans une nouvelle direction. Alors, ce qui est assez remarquable, c'est que toutes les deux utilisent le flagelle. Alors, dans le cas de Escherichia coli, la rotation anti-horaire induit le bundling des flagelles, comme on peut le voir sur ce diagramme, et permet ainsi de constituer un flagelle qui est beaucoup plus rigide et qui permet de se déplacer dans un environnement visqueux plus rapidement. Ça, c'est le run. Et lorsqu'il y a inversion de la rotation des moteurs, donc il devient horaire cette fois-ci, à ce moment-là, il y a dissociation progressive des différents filaments, différents flagelles, qui tournent dans le sens inverse, et la cellule, à ce moment-là, s'immobilise. Elle s'immobilise extrêmement rapidement. Et après une inversion de la rotation dans le sens anti-horaire, permet le redémarrage dans une nouvelle direction quasi aléatoire. Voilà. Donc ça, c'est le principe de succession de run and tumble, et qui dépend donc de l'alternance entre rotation anti-horaire et horaire. Donc finalement, on y reviendra plus tard. L'élément central du chimiotactisme, c'est de réguler la fréquence d'inversion de rotation clockwise, horaire et anti-horaire. Et c'est exactement le même principe qui gouverne run and tumble chez Spirochete. Ici, le flagelle, vous vous souvenez, est interne. La cellule n'est pas arrivée à sortir son flagelle. Elle a gardé à l'intérieur de sa peau, induit donc la forme en onde plane dont j'ai parlé tout à l'heure et la rotation de l'ensemble de la structure, mais par la même unité motrice, qui elle-même peut tourner dans le sens horaire et anti-horaire. Alors il y a quand même une subtilité que vous aurez notée, c'est que comme il s'agit d'une onde plane, enfin d'une structure quasi hélicoïdale, en fait, il y a deux flagelles, l'un qui part de l'extrémité à droite et l'autre qui part de l'extrémité inverse. Et pour que la structure puisse tourner dans un sens unique, la cellule, il faut bien qu'il y ait une inversion de rotation des deux flagelles aux deux extrémités. Si l'un est horaire, l'autre doit être anti-horaire. Ça, c'est pour permettre la propulsion dans un run. Si à l'inverse, les deux tournent dans le sens horaire, à ce moment-là, il y a une immobilisation de la cellule. Donc l'élément assez subtil et remarquable, c'est qu'ici, c'est bien effectivement ici une inversion encore du sens de rotation du flagelle horaire-anti-horaire qui permet la succession de run and tumble, et la fréquence à laquelle se produit ce processus est dépendant du chimioattractant. Mais l'élément nouveau, c'est que maintenant, étant donné la structure géométrique symétrique de la cellule, il faut une asymétrie de rotation pour avoir un mouvement net dans une direction. Il faut donc qu'il y ait un couplage entre les deux extrémités. Or, si vous faites le calcul, les cellules font quelques dizaines de microns. Le temps de diffusion d'une molécule pour communiquer les deux extrémités est trop long pour expliquer en fait la succession du processus qui se produit en une fraction de seconde. Le temps de diffusion, ça va être de l'ordre de, si je me souviens bien, 20 secondes, alors qu'ici, on a besoin d'expliquer en fait, l'inversion de la rotation en une fraction de seconde. Donc, il suggère, et je n'ai pas trouvé d'éléments dans la littérature qui l'explique, que le couplage entre les deux extrémités est vraisemblablement de nature mécanique pour permettre que les deux rotors en fait, tournent dans les sens opposés pour permettre la motilité de la cellule. Mais encore une fois, le point de convergence, c'est stratégie de run and tumble dans ces deux exemples de bactéries, quand les stratégies de motilité convergentes du point de vue de la structure hélicoïdale, mais avec des mécanismes différents parce que leur géométrie est différente. Alors, on passe maintenant des cellules prokaryotes aux cellules eucaryotes, en prenant ici l'exemple de Dictostelium, qui est un modèle d'étude, donc c'est un amibe, qui est une cellule qui a été beaucoup étudiée dans la motilité cellulaire. En gros, toute une littérature qui étudie comment la cellule se polarise en réponse à un signal chimique extérieur. On voit ici la configuration d'une cellule à un temps T0, ici un chimioattractant qui est le point blanc, et dans l'expérience, il déplace le chimioattractant progressivement, de sorte que la cellule en fait suit progressivement le chimioattractant. Donc il y a un véritable chimiotactisme. Mais en regardant plus en détail la réponse de la cellule, les auteurs abandonnent un modèle, on va dire, vraiment totalement déterministe dans lequel les cellules en fait, ont réponse instantanément et d'une façon univoque à la concentration de la molécule. Et en fait, l'étude plus précise de la configuration de la cellule montre en fait déjà l'existence de plusieurs branches de la cellule. Donc, on peut le représenter par le schéma ici, où deux différentes branches sont formées de façon assez aléatoire, du point de vue de leur angle et du point de vue de leur longueur. Et en fait, l'étude statistique des corrélations entre l'orientation de la branche initiale et des branches filles de la cellule, branche initiale étant celle-ci et les branches filles étant ces deux-là, montre en fait qu'il y a un biais statistique pour les branches qui vont survivre, sont celles qui ont un meilleur alignement avec le gradient
par rapport à la branche mère que celles qui vont disparaître. Donc en fait, ce biais statistique, hein, qui est de l'ordre de 30%, en fait, suffit à expliquer pourquoi les cellules répondent de façon extrêmement lisse à l'évolution du chémotractant qui est modifié, qui est déplacé dans l'espace au cours de cette expérience. Donc ici, on a un modèle dans lequel la configuration de la cellule est beaucoup plus plastique qu'initialement pensé, et dans lequel les cellules en fait, exploitent en fait, cet ensemble de configurations pour en fait, percevoir l'environnement et se déplacer d'une façon plus lisse. Donc qui approche d'un modèle. Alors les auteurs l'appellent Informed Choice, l'article date de 2007, mais on verra plus tard que en fait, beaucoup d'études ont été faites depuis qui accréditent en fait, cette idée vers une lecture dans laquelle les cellules explorent des configurations quasi aléatoirement et en fait, vont être sélectionnées dans une configuration stable qui dépend du signal extérieur. Donc là, on est dans un modèle stochastique, mais avec un biais spatial apporté par une molécule. Alors, on retrouve encore cette stratégie de run and tumbles lorsqu'on étudie des cellules qui se déplacent, non plus maintenant attirées par un chémioattractant, mais simplement qui se déplacent de façon, j'allais dire, quasi aléatoire in vitro. Je reviendrai sur cet article plus tard. Le point qui est important, c'est que les auteurs montrent, en étudiant la motilité de grand nombre de cellules, une corrélation entre la persistance de la motilité, qui peut se mesurer par la longueur tau d'un run, pour reprendre la terminologie de chez Escherichia coli, du chimiotactis chez coli, et puis de la vitesse de la cellule. Et il y a en fait un couplage qui correspond, on le comprendra beaucoup mieux lorsque j'aurai parlé de l'aspect mécanique de la motilité d'une cellule sur substrat, qui vient en fait de l'écoulement rétrograde de l'actine, qui en fait est couplé au mécanisme de polarisation. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais le point, c'est une espèce de loi phénoménologique qui couple le temps de persistance, la durée du run, et puis la vitesse de la cellule, elle-même couplée la vitesse de la cellule, qui elle-même est couplée à la vitesse du flot rétrograde d'actine et l'interaction avec le substrat. Voilà. Donc là, tout un espace pour en fait montrer qu'on peut étudier chez les cellules eucaryotes une marche aléatoire de cellules, elles-mêmes biaisées, mais dans lesquelles les paramètres statistiques peuvent être étudiés et qui montrent comment le système est gouverné et comment il procède effectivement par une succession de run and tumble d'une façon qui est fortement analogue avec ce qui se passe chez coli, mais ici en 2 dimensions. Alors, pour faire un inventaire et finir sur la nature des chimios de tactisme, le plus connu et dont j'ai déjà parlé, c'est effectivement le chimiotactisme, l'idée qu'il y ait un gradient de concentration venant d'une bactérie ou venant d'un signal développemental, je ne sais quoi, qui en fait brise la symétrie de la cellule, permet de l'organisation de sa mécanique, qui permet de se déplacer vers la source. Alors, associé à ce modèle, on voit déjà toujours, on a tendance à penser à un modèle déterministe, parce qu'on se dit que le signal extérieur est lui-même imposé par l'extérieur d'une façon invariable, déterministe. On voit bien qu'à réfléchir un peu plus finement à ce modèle, on se demande comment en fait, la cartographie des signaux chimiques pouvant guider toutes les cellules de l'organisme, comment peut-il être à ce point précis pour qu'en fait, les cellules puissent se retrouver de façon invariante leur déplacement. On voit bien qu'en fait, il y a un certain moment, notamment si on pense aux neurones, si l'idée d'un modèle déterministe apporté par toute une batterie de molécules extérieures ne peut pas vraiment tenir la route. Et donc, on a envie de penser à un mécanisme qui repose sur la nature stochastique d'exploration des configurations des cellules. Et c'est quelque chose que l'on verra plus en détail. Alors, les cellules sont beaucoup plus intelligentes que l'on le croit. Elles ne décodent pas que des signaux chimiques, quand bien même, évidemment, elles en sont capables. Elles décodent aussi des signaux mécaniques. Et je présente rapidement quelques exemples de signaux mécaniques que les cellules peuvent détecter. Lorsqu'elles se déplacent sur les substrats, elles peuvent mesurer la raideur du substrat. Il y a une expérience très claire qui le montre. Et notamment un gradient de stiffness, de raideur du substrat, en fait, est détecté par les cellules. Les cellules en fait, remontent le gradient. Il y a aussi un autre mécanisme de guidage qui dépend en fait, maintenant de l'adhésion, donc de l'interaction avec l'environnement, aptotaxie. On le verra aussi toute une série d'expériences qui montrent le rôle important de ce type de tactisme, l'un n'empêchant pas l'autre. En fait, dans une cellule qui se déplace dans l'environnement naturel d'un organisme comme nous, une cellule va décoder tantôt des signaux chimiques, des signaux mécaniques comme la stiffness de la matrice, les molécules d'adhésion, etc. Un autre mécanisme, en fait, est la barotaxie. Donc, en fait, là, on considère des cellules qui sont en milieu confiné, qui se déplacent ici, dans le cas extrême, avec en face d'eux une colonne d'eau, de milieu extracellulaire.
Et on voit bien que va s'opposer au déplacement une résistance en fait, liée à la colonne d'eau en face, enfin d'eau du milieu extracellulaire en face d'elle. Donc cette résistance hydraulique en fait, peut ou pas bloquer la marche des cellules. Et en fait, je reviendrai sur ces articles, mais un certain nombre d'expériences in vitro montrent de façon très claire qu'une cellule peut mesurer en fait, cette pression hydrostatique en face d'elle, et notamment lorsqu'une cellule se trouve dans un labyrinthe dans lequel il y a une impasse, d'accord, comme là, la pression hydrostatique là, à ce moment-là, est quasi infinie, et donc la cellule ne va pas pouvoir se déplacer, donc elle va naturellement décoder l'environnement et se déplacer vers l'endroit où la colonne est plus libre. Il y a un certain nombre d'expériences qui montrent en fait, que les cellules sont capables de faire ce genre de choses et qui s'expliquent bien par un modèle de barotaxie. Je reviendrai aussi sur des signaux de topographie dans lesquels on ne peut pas expliquer, on n'a pas besoin d'invoquer une résistance par friction ou adhésion ou dureté de l'environnement, mais vraiment simplement la topographie de l'environnement joue un rôle important comme mécanisme de propulsion. Il y a des expériences notamment assez récentes du laboratoire de Michael Sixt avec Raphaël Voiturier qui montrent ce phénomène. J'y reviendrai. Et puis des choses plus exotiques, mais qui montrent la diversité des mécanismes de taxi chez les organismes. Galvanotaxie, dans lequel c'est pas très clair encore pour moi, mais j'ai pas encore eu le temps d'explorer cela, dans quelle mesure in vitro on peut montrer qu'un champ électrique peut déplacer des cellules, même des groupes de cellules. Il y a un article très récent qui vient de sortir de BioArchive chez le poisson zèbre de Julie Thériault qui montre en fait même une dynamique collective de cellules induite par un courant, un champ électrique. Mais pour moi, comme biologiste, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si in vivo, est-ce qu'il y a des champs électriques qui ont un ordre de grandeur suffisant pour induire ces mouvements. A priori, j'ai quelques doutes, mais je peux complètement me tromper, donc je laisse ça en suspens. Je suspends mon disbelief, mon incroyance. En tout cas, le phénomène est bien observé et documenté in vitro, dans lequel, en fait, lorsque des cellules sont à l'avant à le bordon d'un tissu, en fait, des ruptures en fait, de la continuité ou en fait, des interactions cellulaires permet en fait, de faire disparaître les champs électriques au bord des cellules, et donc à ce moment-là, les cellules peuvent adopter en fait une structure polarisée qui leur permet de se déplacer. Voilà. Donc galvanotaxie. Ce qui est aussi remarquable, c'est cet exemple très ancien, qui date de 1975, de la documentation de magnétotactisme. Et là, c'est vraiment associé à des phénomènes naturels. Il s'agit de bactéries qui vivent dans les fonds marins. Et on voit ici, alors ce n'est pas très évident à regarder a priori, mais ce que vous devez observer, c'est... donc ici, vous avez l'orientation du pôle Nord, d'accord, et il y a une inversion du champ magnétique apporté dans l'expérimentation par les auteurs, et dans lequel on peut voir que les bactéries en fait, se déplacent dans le sens opposé. Donc vous voyez qu'il y a un plus grand nombre de bactéries une seconde après l'application de ce champ opposé au champ naturel, et qui s'explique donc, et qui documente en fait l'existence d'un magnétotactisme. Alors il se trouve que ces cellules ont des organelles qu'on appelle des magnétosomes, qui se voient ici, schématisés ici. En fait, il s'agit des cristaux qui sont de magnétite, qui sont situés dans la cellule, que la cellule en fait génère elle-même. Et alors, il ne s'agit pas d'un exemple de tactisme seul. Il s'agit en fait d'une stratégie en fait pour les bactéries en fait sont anaérobies. Elles détestent l'oxygène, donc en fait ça leur permet de aller en profondeur pour échapper en fait à un environnement d'oxygène trop important. Et elles utilisent en fait ce mécanisme de galvanotaxie pour échapper au milieu toxique trop riche en oxygène. Le mécanisme, en fait, en tout cas au niveau structural, est bien étudié. Je cite ici une revue qui fait une synthèse assez détaillée sur le mécanisme de ces cellules. Alors, le point qui est important sur la navigation de ces cellules, c'est que dans un contexte natif qu'on a en arrière-fond, même si on ne le traite pas explicitement cette année, de développement du système immunitaire, du cancer, où les cellules se déplacent, on peut encore voir l'environnement comme une espèce de donnée imposée à la cellule qu'elle doit décoder d'une façon
à la fois déterministe ou déterministe ou stochastique, mais en fait d'une façon plus juste et stochastique avec un biais spatial. Mais en fait, il est plus judicieux de penser maintenant que la cellule elle-même peut modifier son environnement, qu'il y a une interaction réciproque entre l'environnement et la cellule, et qui en fait joue un rôle extrêmement important pour expliquer la motilité. Je vais en donner deux exemples pour poser le concept, mais ce que vous pouvez voir à l'esprit, c'est penser à ce qui s'est passé pour expliquer la formation de structures complexes comme des termitières ou des fourmilières. Vous savez que les fourmis modifient leur environnement et donc renforcent les trajectoires par le passage successif de certaines fourmis et donc permettent d'optimiser les trajectoires très rapidement. C'est le concept de stigmergie qui a été proposé dans les années 50 par Pierre-Paul Grasset, qui était un spécialiste des termites et qui en fait est le premier à poser le concept d'auto-organisation sur la base. Donc stigmergie, en fait stigma c'est la marque et l'idée c'est que, comme il le dit de façon explicite dans son article fondateur, ce n'est pas l'environnement qui dicte le comportement, ce n'est pas c'est l'environnement, la construction qui dicte en fait le comportement de la fourmi. Donc la fourmi est guidée par sa propre construction. Mais le point important, c'est que la construction étant formée par la fourmi, il y a une espèce de rétroaction. Et donc le même concept de stigmergie peut s'appliquer pour expliquer les interactions réciproques entre la cellule et l'environnement, qui n'est pas une donnée immuable, une donnée elle-même modifiée. Alors ici, un article récent de notre collègue Benoît Ladoux, René Marcmège, Raphaël Voiturier, qui montre en fait un exemple. Je ne rentre pas dans les détails, mais j'expose le phénomène. Ils ont des substrats micropaternés dans lesquels ils recouvrent l'ensemble du substrat par des cellules, puis ils les enlèvent, donc considérant que les cellules ont déjà en fait potentiellement laissé des marques, laissé des choses sur le substrat. Et maintenant, on étudie la motilité de nouvelles cellules qu'on impose sur ce substrat conditionné. Et on voit qu'au cours du temps, dans l'espace, on a des cellules qui ont des trajectoires en fait oscillatoires. Alors la trajectoire peut continuer plus loin. On a vraiment des trajectoires. Alors on est en une dimension. Hein, la cellule va aller, si elle commence ici, vers l'extrémité du substrat, puis revenir, puis aller dans l'autre sens, etc., etc. Donc en fait, on voit ici la différence des superpositions de trajectoires lorsqu'il n'y a pas de conditionnement. En gros, les cellules se déplacent peu, vont une marche aléatoire qui est diffusive, mais qui ne va pas très loin. On a ici au cours du temps. Alors que quand on a conditionné le média, les trajectoires sont en rouge. On voit maintenant ces trajectoires qui sont superposées. Alors on voit moins individuellement le mouvement oscillant que je viens de montrer sur cette expérience, mais on voit clairement qu'il y a une exploration beaucoup plus loin. Les cellules reviennent parce qu'elles sont simplement sur un substrat qui est fini. D'accord ? Donc on a vraiment ici la documentation en fait, d'un mouvement qui est modifié par la présence d'autres cellules avant. Alors on reviendra sur cela, mais qui en fait fait parler d'une mémoire spatiale intégrée par les cellules. On reviendra sur ce que cela signifie vraisemblablement. Et puis cet exemple du laboratoire de Robert Inzoll, qui est celui dont j'ai parlé tout à l'heure quand je parlais de dissociation de cellules en fait, qui explorent leur environnement en envoyant des protrusions avec des angles plus ou moins aléatoires et qui comparent et qui en fait retient les extensions qui sont les plus en amont, en haut du gradient pour se déplacer. Ici, il développe plus loin l'idée de stochasticité dans la migration cellulaire, en considérant maintenant le fait que les cellules qui font du chimiotactisme modifient leur environnement et d'une façon absolument déterminante pour ne serait-ce que générer le gradient. En fait, si l'on réfléchit à un gradient déterministe imposé par l'extérieur, ce qui est impossible de considérer, c'est qu'un gradient soit suffisamment précis sur des longueurs suffisamment grandes, comme on le rencontre dans un organisme humain. Pensez à une cellule du système immunitaire. Le gradient ne pourrait pas être suffisamment précis sur des longueurs suffisamment grandes. Donc, certes, les cellules sont capables de s'adapter. On verra avec Escherichia coli comment les cellules en fait, peuvent mesurer un gradient sur des ordres de grandeur extrêmement grands, en étant très sensibles par un mécanisme d'adaptation assez remarquable que Howard Berg a étudié tout à fait en détail. Mais ici, en fait, la stratégie utilisée et qui a des échos dans le développement, donc c'était étudié in vitro, là un article central, mais ça a été vraiment conforté par des études in vivo, notamment le développement, c'est l'idée qu'en fait le gradient, il est généré par les cellules elles-mêmes. En fait, on a un chémoattractant qui n'est pas en gradient, qui est partout, alors qui sans doute suivent des trajectoires principales en une dimension, voilà, mais il n'y a pas de gradient en elle-même.
Les cellules, par contre, le génèrent localement en produisant un inhibiteur du gradient. Alors, en fait, c'est un exemple assez intéressant de modèle computationnel qui explore en fait, les paramètres nécessaires pour que la diffusion d'un inhibiteur du gradient permette la motilité. Mais la phénoménologie est la suivante. On a en gros donc, la production d'un inhibiteur du camotractant présenté en rouge. Et en fait, on a un front de migration qui va vers l'avant. Lorsque les cellules sont en arrière du gradient, en fait, il n'y a plus de gradient, donc les cellules ont une marche aléatoire. Donc elles ne font pas grand-chose, sauf du mouvement brownien. À l'avant, il y a un gradient, elles mesurent le gradient, elles sont polarisées, donc elles ont une marche vers la droite. Si une cellule doublait le front, elle se retrouverait en absence de gradient, elle ferait du mouvement brownien, donc elle serait rattrapée par le front derrière. Donc on a effectivement un front qui se propage de façon assez uniforme, avec derrière un mouvement brownien et à l'avant du front, un mouvement persistant, dans lequel il y a donc une interaction entre la vague de déplacement de la cellule et puis une vague de déplacement du gradient de chémoattractant. Donc là, c'est un exemple assez magnifique dans lequel le gradient est effectivement généré par les cellules. Donc on n'est pas dans un cas où en fait, l'environnement agit de façon déterminée sur les cellules. C'est les cellules qui co-construisent avec l'environnement leur propre cheminement. Et ceci permet d'expliquer comment, localement, il y a un gradient qui est suffisamment raide pour que les cellules puissent le décoder et avancer. Et puisque je vous ai dit que les cellules ne font pas que du chimiotactisme, mais également du mécanotactisme, et dans cette règle générale dans laquelle les cellules en fait auto-organisent leur propre cheminement, d'où ce titre, Self-Organized Mechanical Guidance, ici de nature mécanique. Alors à vrai dire, pour une raison qui n'avait rien à voir avec ça, j'en avais parlé il y a 3 ans dans mon cours sur l'auto-organisation. Ce sont des papiers assez anciens d'un biologiste qui s'appelle Albert Harris, qui avait étudié des cellules mésenchymateuses qui, sur un substrat PDMS, c'est même lui qui avait inventé les substrats PDMS dans les années 70, un papier dans Nature, qui montre qu'en fait que ces cellules, en quelques jours, forment des agrégats, comme on peut le voir ici. Et en fait, il n'y a pas d'éléments chimiques qui attirent ces cellules. Et il y a une collaboration très riche avec notamment George Oster a permis de comprendre en fait la nature de ce mécanisme. Donc les collaborations, plusieurs articles, vous pouvez vous renvoyer aussi à mon cours, parce que je ne vais pas reparler de ça, donc mon cours il y a 3 ou 4 ans avait développé plus en détail ces éléments mécaniques. Mais en gros l'idée c'est que les cellules qui se déplacent sur un substrat en 2 dimensions viscoélastique déforment le substrat et par aptotaxie en fait génère un mouvement diffusif qui est orienté sur le substrat dont il y a un gradient d'adhésion sur le substrat, et puis il y a aussi une raideur, une résistance élastique du substrat qui s'oppose au déplacement. Donc on a un système Turing-like dans lequel on a un système qui s'auto-amplifie en termes de migration, parce que les cellules modifient leur substrat, elles créent donc des autoroutes le long desquelles les cellules migrent, et elles remontent le gradient d'aptotaxie, donc ça c'est le positive feedback. Et il y a en fait un élément à longue portée inhibiteur du mouvement qui est la résistance élastique qu'offre le substrat au déplacement des cellules. Donc on a un système Turing-like qui génère en fait des longueurs caractéristiques, et notamment ces gradients. Donc encore une fois, sans rentrer dans les détails, on peut définir en fait une tension critique en dessous de laquelle il ne peut pas y avoir d'agrégation, au-delà de laquelle on commence à avoir une agrégation, et puis si l'on augmente en fait, ce paramètre, on peut voir apparition de différents agrégats dans l'ensemble de la cellule. Au cours du développement, la manifestation de ce genre de processus, c'est vraisemblablement en fait, l'apparition de condensats de cellules à la surface de l'épiderme d'oiseaux, les follicules plumaires, dont la taille et l'espacement semblent régis en fait, par l'opposition entre les forces de traction. Le paramètre taux dans la diapositive suivante, c'était le terme de traction dans le modèle. Encore une fois, il faudrait revenir à ces articles anciens. Et puis la résistance élastique, donc l'interaction entre les deux, génère ou pas des agrégats de taille finie. Et les expériences ici montrent qu'ils jouent en fait, sur le paramètre d'élasticité de l'environnement, en jouant sur la raideur du substrat, et ils montrent qu'en jouant sur cette raideur, l'espacement entre les différents condensats évolue. C'est ce qui est quantifié ici. Donc voilà, j'en ai fini. J'aimerais vraiment conclure en récapitulant
les choses vraiment principales dont je vous ai parlé aujourd'hui. L'idée première que derrière la grande diversité des formes de motilité dans les milieux faiblement visqueux comme l'eau, avec la nage, et les milieux plus visqueux comme dans les matrices viscoélastiques, que des bactéries, des cellules eucaryotes, parasites, et également que des cellules endogènes de nos organismes explorent. Donc en fait, vous voyez bien que je veux faire un continuum entre, je le décris tout comme des milieux visqueux, dont la viscosité varie. Que les contraintes physiques d'un monde au faible nombre de Reynolds imposent des mouvements non réciproques, dont les solutions en fait ont été trouvées de façon indépendante et de façon convergente au cours de l'évolution, donnant naissance notamment à des structures en battement comme des cils, mais également des structures hélicoïdales qu'on rencontre dans tout un grand nombre d'organismes. Que les deux choses principales qu'il va falloir maintenant étudier plus en détail, c'est la mécanique de la motilité, qui occupera 3 cours, et l'environnement, le décodage de l'environnement, qui permet aux cellules de remonter, de décoder les signaux et d'aller au bon endroit dans un temps compatible avec la fonction qu'elles soutiennent. Donc le plan de mon cours est le suivant. Les 3 prochains cours seront consacrés à la mécanique de la motilité, en considérant d'abord la motilité sur substrat en 2 dimensions, puis la substrat en 3 dimensions. Je parlerai après de nage de cellules, et puis j'apporterai une petite nouveauté, c'est des cellules qui marchent. C'est assez anecdotique, mais c'est extrêmement intéressant, qui donne une perspective assez intéressante sur la motilité cellulaire. Et puis également, après, donc pour finir, 2 cours sur le guidage chimique et mécanique. Par mécanique, j'entends des choses à très diverses comme durotaxie, barotaxie, topotaxie, dont je parlerai principalement. Voilà, je vous remercie. Très bonne journée.